On va parler de notre capacité à nous d'être aussi inspirants pour développer de la technologie et de l'innovation. Alors on est très heureux et fiers d'accueillir à travers vous l'entreprise Prophétie, Guillaume, parce que vous allez nous raconter une histoire incroyable, à la fois technologique et entrepreneuriale, pour voir comment vous êtes en train, vous avez développé un capteur plus intelligent, moins bête que les capteurs que nous avons aujourd'hui, qui stockent de la data parfois inutile. L'entreprise s'appelle Prophétie. Ça s'appelait Chronocam avant, pour ceux qui suivent un peu. Merci Guillaume Butin d'être là. Là aussi, je le disais avec Emmanuel tout à l'heure, quand on a une bonne équipe, on a un bon banc. Et donc Luc Avéré, le CEO, s'excuse absolument, mais c'est parce qu'il est parti à l'international, parce que justement, il y a des investisseurs qui continuent à s'intéresser à vous. Donc merci beaucoup de nous raconter cette histoire de prophétie et de cette histoire de capteur inspiré notre rétine humaine. Merci beaucoup Guillaume. Merci pour votre invitation. Merci. Alors, pour commencer rapidement et présenter l'entreprise, donc on est une entreprise française avec des bureaux à Paris, une centaine de personnes, 51 brevets, et maintenant on s'est déployé à l'étranger, là où sont nos clients et nos prospects principaux. Concrètement, ce qu'on a inventé, et on aime à penser qu'on est les inventeurs des technologies de vision neuromorphique les plus avancées au monde aujourd'hui, on a inventé deux choses. Un capteur qui est conçu pour imiter la façon dont l'œil humain fonctionne, et des algorithmes neuromorphiques qui vont imiter la façon dont le cerveau traite cette information visuelle. Et en fait, pourquoi on a fait ça? Parce qu'en regardant des millions d'années d'évolution humaine, on se rend compte que l'humain a perfectionné cet art de ne percevoir et de ne traiter que ce qui a du sens dans la scène. En fait, ce qui a du sens dans la scène, on se rend compte que c'est principalement le mouvement. Donc, par exemple, quand je vous regarde, ce qui va m'intéresser, c'est vos mouvements de tête, vos yeux, est-ce que vous hochez la tête, est-ce que vous m'écoutez, est-ce que mon message passe. Tout le reste, je suis désolé, mais je ne le traite pas. J'en suis conscient. Je peux diriger mon attention très vite s'il y a un mouvement dans la scène ou si je décide de changer mon attention. Mais par défaut, ce mécanisme-là extrêmement perfectionné, dont on maîtrise à peine le sujet aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous permet de rester dans une enveloppe énergétique d'environ 25% pour le couple œil-cerveau, sur le budget total que le corps a. Si on dépassait ces 25%-là, on rentrerait dans un seuil où le reste du corps perdrait en motricité, perdrait en réactivité, etc. etc. Attendez Guillaume. On consomme 25% de l'énergie pour voir. C'est ça que vous venez de dire? On va dire que le seuil maximal qu'on a pu constater, c'est que si on dépasse les 25% de consommation du cerveau au total, donc pas juste de la vision, mais la totalité, alors le reste du corps va avoir tendance à perdre en efficacité, en activité, et donc entamer les fonctions motrices, par exemple, qui sont évidemment vitales. Donc voilà, par essence, le couple œil-cerveau est un couple extrêmement performant et on va dire efficace dans l'acquisition et la gestion de l'information visuelle. Voilà, donc je vais vous raconter deux choses principalement. Une première chose qui est le fait que nous, on n'acquiert pas de la donnée brute, donc on n'est pas une caméra, on n'est pas un lidar, un radar, un sonar, on n'est pas ce genre de choses, on est autre chose. Donc on est une nouvelle génération, une nouvelle catégorie de vision qui est bio-inspirée, et qui n'acquiert pas des images, qui n'acquiert pas de la donnée brute, mais qui acquiert ce qu'on appelle des événements. Donc pour prendre une illustration très simple, ce que vous voyez derrière moi, c'est une image très bruitée. Il se passe énormément de choses, on a du mal à comprendre ce qui se passe exactement. Et en fait, au cœur de cette image, il y avait quelque chose, il y avait une information qu'on cherchait à extraire, mais qui était très compliquée pour nous à extraire. Aujourd'hui, une caméra classique va prendre un inventaire complet de la scène, donc une image, puis une autre, à un rythme prédéfini. Et en fait, tout ça, le système qui va interpréter cette information va devoir le décortiquer, va devoir le miner, en extraire une information utile pour pouvoir ensuite permettre à une machine de prendre une décision. Et en fait, tout cet effort-là, on y est contraint par design, en fait. Sauf si on introduit une nouvelle catégorie de vision qui n'acquiert que le mouvement. Donc là, en l'occurrence, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet d'économiser du temps. Donc toutes les applications critiques en temps type conduite autonome, par exemple, dont je parlerai juste après, sont évidemment très intéressées. De l'énergie, donc on a une autonomie qui est beaucoup plus importante parce qu'on ne capture que ce qui bouge dans la scène, on ne capture que la dynamique de la scène et pas le fond et tout le détail de ce qui n'est pas forcément intéressant. Et ça nous permet de faire descendre le coût aussi au niveau du système, parce qu'on n'a pas besoin de processeurs très puissants, très perfectionnés, et du coup on peut faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Donc voilà, concrètement,
ce qu'on a inventé, c'est une nouvelle catégorie de vision qui est basée sur le fonctionnement œil-cerveau et qui nous permet d'être beaucoup plus économe dans la gestion de la donnée, de l'énergie et du temps. Alors là, ce que je vous montre, c'est une plongée dans le pixel. Ce que vous voyez à gauche, c'est notre capteur. Juste à droite, c'est un schéma de chacun de nos pixels. En fait, chacun de nos pixels, un peu comme dans la rétine humaine, chacun de nos pixels est indépendant et asynchrone. C'est-à-dire que chaque pixel va pouvoir décider de lui-même, en fonction du contraste qu'il voit dans la scène, donc du mouvement, s'il s'active ou pas. Et en fait, ça permet de créer ce que vous voyez à droite, qui est une représentation graphique de ce que le capteur voit. Voilà, quand la personne bouge, en l'occurrence là c'est moi, quand la personne bouge, elle apparaît, quand elle cesse de bouger, elle disparaît complètement. Pourtant, le capteur reste actif, on continue à capturer l'information, mais on le fait que quand il y a un mouvement dans la scène. Donc, on ne capture pas de la donnée brute, mais on capture de l'information utile qui est déjà préqualifiée par chaque pixel, par l'intelligence embarquée dans chaque pixel. Le deuxième point dont je voudrais vous parler, c'est le fait qu'on révèle l'invisible entre les images. Donc, l'objectif là, c'est de vous raconter la différence fondamentale entre les technologies qui sont l'état de l'art encore aujourd'hui et qui datent de 100 ans ou plus, et ce que nous, on est en train de faire. Donc, ce qu'on cherche à raconter ici, c'est que depuis des centaines d'années, on fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on se base sur du statique. Depuis que l'humain cherche à représenter ce qu'il voit, il le fait via du statique. Une peinture, c'est statique, une photo, c'est statique, un film, c'est 24 photos par seconde ou plus. Et en fait, on est resté dans ce schéma-là d'une technologie inventée par l'homme, pour son amusement, pour son plaisir, et qui est basée par exemple sur le fait que le cerveau, entre les images, est capable de faire un lien, pour faire court. Le problème, c'est que quand on montre ça à une machine, elle n'a pas du tout cette intelligence-là, en tout cas aujourd'hui, et entre les images, elle est aveugle, et entre les images, en fait, il se passe beaucoup de choses. Donc c'est ce que je vous montre juste là. À gauche, donc ce que vous voyez ici, c'est un disque qui tourne avec un point dessus, un point noir. À gauche, c'est la vision event-based, donc c'est la vision que nous, on est en train de mettre en place. Et à droite, une simulation de vision image par image, donc cinéma classique, on va dire. À gauche, ce que vous voyez, c'est que le mouvement est continu. À droite, ce que vous remarquez, c'est qu'entre chaque capture, entre chaque photo, il y a du vide. Et en fait, ce vide-là, c'est quelque chose qui, par design, est inaccessible aux technologies de cinéma classique, dont on sert aujourd'hui pour apprendre aux machines. Donc l'avantage de ne pas être dans du statique, mais d'être dans quelque chose qui est purement basé sur du mouvement, ça permet de débloquer beaucoup d'applications et ça permet de débloquer beaucoup de bénéfices. Donc les bénéfices principaux de la technologie, pourquoi aujourd'hui nos clients sont intéressés par ce genre de technologie bio-inspirée, c'est qu'on est capable du coup de voir des choses extrêmement rapides. Donc une caméra classique verra 25 images par seconde, peut-être 50, peut-être 100, et puis plus on monte et plus on s'éloigne du temps réel. Nous, on est capable de voir l'équivalent en résolution temporelle de 10 000 images par seconde. Donc on peut voir des événements extrêmement rapides, extrêmement fugaces, qui sont inaccessibles au champ de vision classique, on va dire, des caméras. On est capable de le faire en capturant beaucoup moins de données, donc 10 à 1000 fois moins de données, parce que jamais la scène complète est en mouvement, et donc par design, on transmet moins de données au système, qui fait moins d'efforts, qui du coup est plus économe, plus efficace, moins cher, etc. Parce que chaque pixel est intelligent et indépendant, on peut voir dans une même scène des choses très sombres et des choses extrêmement lumineuses. Donc il n'y a plus de phénomène d'aveuglement, auxquels sont soumis les systèmes classiques de capteurs de cinéma, on va dire. Et on fait tout ça avec une économie d'énergie qui est une conséquence de tous ces points-là, parce que le capteur fonctionne dans l'ordre des 10 000 watts. Et alors très concrètement, pour finir, à quoi ça sert? Donc on a 3 marchés principaux. Donc un marché qui est industriel, donc tout ce qui va se passer dans une usine, du comptage à très très haute vitesse, de la mesure de mouvement de particules, donc par exemple dans de la soudure à l'arc ou soudure laser, pour faire ce qu'on appelle de la maintenance prédictive. Donc en temps réel, permettre de comprendre la vitalité de l'entrepôt, permettre de comprendre la performance du processus et de prédire si le processus va durer dans le temps. Et donc on est capable aussi de regarder du mouvement et avec quelques changements très infimes, prédire si la machine est dans un état de fonctionnement optimal ou à risque. Voilà, on travaille également dans tout le secteur du mobile, du consumer, des applications grand public, où on est capable de faire de la mesure de volume, de la reconnaissance de gestes, etc., dans des conditions très, très efficaces énergétiquement. Et le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, je vous parlais de la conduite autonome,
on atteint la limite. Aujourd'hui, ce qu'on sait faire et ce qu'on arrive à résoudre, donc il y a ce qu'on appelle des corner cases, des points qu'on n'arrive pas à résoudre avec les technologies actuelles, auxquels sont soumis en fait des entreprises, des fabricants déjà aujourd'hui. Donc ce que vous voyez à gauche, c'est un article de The Verge qui raconte qu'ils ont fait des tests Euro NCAP de leur côté et ils se sont rendus compte qu'en fait, dans la plupart des cas, alors là je n'arrive pas à le relire, mais voilà, donc ici, donc 60% des cas, le véhicule a percuté donc le piéton à des vitesses de 20 miles per hour. Quand on passe sur une taille enfant du mannequin, donc plus adulte mais enfant, on descend à 89%, enfin on augmente à 89%. Et enfin, aucune des voitures testées ici n'ont été capables de détecter un piéton qui traversait la nuit. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on a besoin de chercher d'autres technologies qui vont débloquer ces nouveaux usages. Ce qu'on voit à droite, c'est les résultats récents de nos tests sur piste. En haut, une vision frame-based, donc vous voyez haché, image par image. Et en dessous, une vision event-based, continue dans le temps, et qui permet en fait de détecter beaucoup plus vite le piéton, même dans des conditions extrêmement complexes d'éclairage. Voilà, et peut-être dernier point, c'est la technologie aujourd'hui, elle est ce qu'on est en train d'en faire, mais en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'elle nous échappe. C'est-à-dire qu'elle débloque beaucoup d'autres choses qui sont complètement hors notre contrôle et qui sont complètement laissées à la créativité et l'inventivité d'ingénieurs et de chercheurs dans le monde. Des exemples concrets que je trouve fascinants, c'est un chercheur en Australie qui s'en sert dans les télescopes pour traquer les débris dans l'espace, parce qu'on est capable de voir des choses extrêmement rapides. Un débris qui traverse une lentille de télescope, évidemment, c'est infiniment rapide. On a un scientifique qui s'en sert à la Sorbonne dans des dispositifs pour toucher les cellules. Donc en fait, il a relié ça à des lasers contrôlés par un gant avec retour haptique. Et en fait, parce que les cellules, du fait du mouvement brownien, vibrent plus de 1000 fois par seconde dans un état de chaleur normal, il faut compenser ces 1000 vibrations par seconde pour pouvoir interagir avec. Donc il faut être capable de voir plus de 2000 fois par seconde pour le traiter. Aujourd'hui, une caméra 2000 fps, donc images par seconde, ça ne permet pas de le faire en temps réel. Donc voilà, on se rend compte qu'on débloque ces usages-là. Et peut-être le plus fascinant de tous, c'est avec deux entreprises de start-up qui sont dans le même écosystème que nous, qui s'appellent Pixium et Gensight, qui sont les entreprises qui travaillent ou ont travaillé sur les systèmes de restauration de la vue pour les aveugles. Et du fait de l'inspiration neuromorphique, de la faible consommation de données, etc., on est capable de s'interconnecter avec leurs dispositifs médicaux pour permettre à des patients de recouvrer la vue. Voilà, merci beaucoup. Très impressionnant, merci beaucoup Guillaume Butin. Donc ça s'appelle Prophétie. Dites-nous un mot sur vos clients ou partenaires actuels, parce que je crois que... alors nous, on aime bien parler aussi de la biomime French Tech, parce qu'il y a des aventures entrepreneuriales intéressantes dans cet univers de la bio-inspiration. Je crois que vous êtes dans les 35 ou 40 millions d'euros ou de dollars, je ne sais pas très bien, de levée de fonds. Qui sont vos partenaires ou clients actuels, où vous en êtes ? Alors, dans les clients actuels, on va peut-être citer plutôt les investisseurs. Donc, on travaille par exemple avec Bosch, on travaille par exemple avec Intel Capital, on travaille avec Renault-Nissan, on travaille avec ce genre d'entreprise internationale. On travaille aussi avec des partenaires allemands un peu plus petits, mais très spécialistes dans la vision industrielle, parce que nous, on ne prétend pas créer toute la chaîne. On crée le début, la chaîne, le point d'entrée, puis ensuite, on va travailler avec des personnes qui vont être capables de se l'approprier et de la déployer. Donc avec un partenaire allemand, par exemple, on travaille sur la création des premières caméras industrielles qui embarquent notre technologie, donc qui sont maintenant disponibles à la vente, qui sont prêtes. On travaille de façon plus large avec un écosystème du type IBM et ce genre de très grandes entreprises, parce que le chaînon manquant aujourd'hui dans notre technologie pour avoir la ligne parfaite, c'est capteurs qu'on produit, algorithmes qu'on produit aussi. Entre les deux, il y a la partie processing, donc il y a la partie CPU, GPU, etc., mais dans une version neuromorphique. Et en fait, aujourd'hui, ce processeur neuromorphique, il n'existe pas encore tout à fait. Il y a des choses qui sont en train d'être montées. Mais voilà, le jour où tout s'aligne, et c'est aussi l'enjeu de créer un écosystème fort, pour créer un élan autour de la technologie, et bien là, on constatera un facteur peut-être 100, 1000 par rapport à ce qu'on a déjà aujourd'hui, qui est largement au-dessus de ce qu'on peut constater par rapport à des caméras classiques. Super, merci beaucoup, très intéressant. On a le temps, là encore, d'une ou deux questions sur cette innovation un peu époustouflante de ce capteur inspiré de la rétine humaine, Prophétie. On a une ou deux questions ou pas ?
Allô? Merci beaucoup, Guillaume. On va suivre vos travaux. Merci beaucoup. Oui, on peut applaudir Guillaume Butin, s'il vous plaît.